Bien, bonjour à tous et bienvenue donc à cette deuxième journée de la recherche en éducation à l'ESP de Polynésie pour la première édition 2018. Nous allons débuter avec cette session 6 et nous vous remercions de votre patience. Je vous présente donc avec grand plaisir messieurs Christian Morin et Marco Attal qui vont nous parler pendant environ 45 minutes au total de l'illettrisme et du décrochage scolaire en Polynésie française. Vous aurez l'occasion donc de poser des questions après la présentation. Nous démarrons. Vous m'entendez au fond de l'école Aufey m'entend là-bas au fond? Très bien. Voilà, merci pour votre patience. Il y avait vraisemblablement un problème technique, il est réglé. On va essayer d'être le plus synthétique possible, ce qui n'est pas évident en aussi peu de temps sur deux sujets aussi délicats, importants, d'actualité malheureusement, que sont l'illettrisme et le décrochage scolaire. Mais c'est celui-là ou c'est celui-là? Là, vous m'entendez mieux? Voilà. Et avec Marco Attal, qui est le chef du département de l'orientation de la formation de la DG2E, l'idée, c'est qu'on soit le plus synthétique possible pour pouvoir quand même avoir du temps pour échanger avec vous et tenter de répondre éventuellement à vos questions. Donc, je vais essayer de contextualiser l'illettrisme en Polynésie française, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et Marco Attal, lui, interviendra pour vous expliquer où nous en sommes aujourd'hui sur l'évaluation que nous faisons de l'illettrisme en Polynésie française. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout d'études qui ont été menées sur quel est l'état de la population de la Polynésie française en matière d'illettrisme. Il n'y a jamais eu d'études sérieuses, d'études du tout qui ont été menées. Les seuls éléments que nous avons, ce sont les résultats annuels du centre du service national de la Polynésie française, à savoir les journées défense citoyenneté, qui, à chaque fois qu'ils reçoivent des jeunes chaque année, qui ne correspondent ni à une classe d'âge, ni au nombre de jeunes des classes d'âge qui se présentent. Donc c'est vraiment un panel très divers, qui va de 16 à 22, 23, quelquefois même 24 ans. Puisque si la JDC est obligatoire à 16 ans, les jeunes n'y vont pas forcément à 16 ans. Ils y vont quand ils y vont et quand ils sont convoqués. Et en général, il y en a chaque année 1200, 1500, 1000, ça dépend. En tout cas, certainement pas une classe d'âge qui aujourd'hui est évaluée à peu près à 3900 personnes, une classe d'âge. Et ces résultats, lorsque nous les décortiquons, on vous expliquera ce qu'on peut éventuellement en tirer comme élément. Donc, l'illettrisme désigne l'état d'une personne, je vais y revenir, jusqu'au début des années 1980, c'est l'analphabétisme qui était considéré en France comme un problème réglé, qui ne concernait plus que la population immigrée, notamment d'Afrique. Je ne fais que citer des sources, ce ne sont pas mes propos. Soit il s'agissait de personnes jamais scolarisées, presque toujours d'origine émigrée, et il était prévu que des cycles de formation leur soient dispensés, des cycles d'alphabétisation. Ces personnes étaient les seules à l'époque en France à pouvoir être qualifiées d'analphabètes, et il s'agissait d'un problème d'insuffisance en français langue seconde, et les formations proposées s'appelaient alors, et s'appellent toujours, français langue étrangère. C'est vers les années 1981 que le rapport dit OEX sur la pauvreté a souligné le fait que beaucoup de Français avaient des compétences limitées en lecture et en écriture, et que pour distinguer les analphabètes, ceux qui n'ont jamais été mis en présence de l'alphabet, des, entre guillemets, Français qui ont été scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans, le terme illettrisme a commencé à être retenu, utilisé, avec la création dans les années qui ont suivi du groupe permanent de lutte contre l'illettrisme et, plus connu, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Le terme analphabète a été retiré, étant jugé beaucoup trop péjoratif. Donc c'est un concept, l'illettrisme, qui est quand même assez récent, le début des années 80, 1981.
L'illettrisme, aujourd'hui, la définition de l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est l'illettrisme désigne l'état d'une personne qui a bénéficié d'apprentissage, donc qui a été scolarisée, qui a été mis en rencontre de l'alphabet, mais qui n'a pas acquis ou a perdu la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. L'illettrisme relève de l'accès au sens des écrits. Le texte que l'illettré ne comprend pas est accessible lorsque le texte est lu. Vous le savez, l'illettrisme engendre souvent des problèmes d'employabilité, puisqu'aujourd'hui, le simple chauffeur-livreur de la société qui est premium doit savoir utiliser un ordinateur et déjà doit avoir le permis ou poids lourd ou le permis VL. Donc voilà ce qu'est l'illettrisme d'après la définition de la NLCI. Il y en a d'autres. La grande question, c'est sommes-nous concernés ou non par ce phénomène? Bien sûr que oui, tous les systèmes éducatifs sont concernés par le phénomène de l'illettrisme. En Polynésie française, là ce sont mes mots à moi et je parle en mon nom, est un phénomène qui a été nié jusqu'en dans les années 2012 à peu près. À l'époque, il y avait deux directions, la direction des enseignements secondaires, la direction de l'enseignement primaire. Et ce phénomène de l'illettrisme n'était pas discuté ni n'apparaissait dans les contrats d'objectifs ou dans les objectifs même de la direction des enseignements secondaires. C'était un choix de l'époque. C'est en 2014, quand Mme Nicole Sanquer est devenue ministre de l'Éducation, que le phénomène de l'illettrisme et du décrochage scolaire ont été pris à bras-le-corps de manière à pouvoir y voir très clair sur ces phénomènes et leur ampleur en Polynésie française, et de pouvoir y répondre avec un certain nombre de dispositifs, de textes, etc., etc. Pour ceux qui ont mon âge ou plus, en 1989, il y a eu les États généraux de la Charte de l'éducation, les premiers, avec la Charte d'éducation qui a été promulguée, si je ne dis pas de bêtises, en 1992. Et dans les États généraux, il y avait un certain nombre de concepts ou de dossiers qui étaient travaillés pour donner lieu à la rédaction de la première Charte de l'éducation, et notamment un dossier qui parlait des nouveaux analphabètes, en 1989. Je cite, « L'alphabétisation traditionnelle en usage en Polynésie a pour objectif principal d'inculquer aux enfants seulement l'alphabet, et ceci grâce à des livres de lecture et de matière qui ne se rapportent pas à leur vie quotidienne. En espérant que les jeunes formés seront à même d'employer les facultés fraîchement acquises afin d'améliorer leur vie. Cette méthode semble ne pas éveiller une motivation suffisante pour les pousser à s'instruire, les élèves. La plupart de ceux qui ont appris à lire et à écrire, parmi ces exclus du système, ne savent pas se servir de leurs nouvelles connaissances d'une manière sensée et profitable, surtout si ce jeune vit dans le district ou dans les îles. Il arrive même que le non-emploi de ces connaissances et leur environnement analphabète provoque une rechute dans l'analphabétisme. » Voilà où en était le système éducatif en 1989 sur la question de l'illettrisme qui n'était pas à l'ordre du jour, puisqu'on ne parlait que d'analphabétisme. Je vous rappelle, l'illettrisme est né dans le début des années 80, en 1981, analphabétisme étant devenu très péjoratif. Le système éducatif de la Polynésie française est un système éducatif très jeune, après la Seconde Guerre mondiale. L'école laïque publique obligatoire, c'est 1880 en métropole. Dans les années 80, lorsque j'ai démarré comme contractuel, 2/3 du corps enseignant du premier degré n'était pas titulaire. 1/3 du corps enseignant avait le certificat d'études et le BEPC à l'époque. Ce n'est qu'en 2006 que l'IUFM a ouvert ses portes, recrutement à la licence. 2014-2015 que l'ESP a ouvert recrutement au master. Donc on a un corps enseignant qui a eu l'histoire qu'il a eue parce que le système éducatif a démarré très tard avec les problématiques d'océanisation des cadres. Mais en même temps, la Polynésie française ne peut pas ne pas suivre le même rythme que le développement du monde qui l'entoure, pour faire court. Et dans les années 89, c'est le terme analphabétisme qui prévalait, aussi surprenant que cela puisse paraître. On a commencé à parler d'illettrisme, en tout cas de soulever le problème uniquement, dans les années 2009,
parce que lors d'une mission qui avait eu lieu à Paris, contact avait été pris avec la direction générale des Outre-mer, au ministère de l'Outre-mer, qui traitait, qui analysait, qui faisait des statistiques sur l'illettrisme dans les Outre-mer et en métropole, à travers, à l'époque, la JAPD, journée d'appel, l'EP, je ne sais plus, défense, préparation à la défense, les JDC actuels. Et les chiffres globaux ont été remontés au ministère des Outre-mer, qui en tirait un certain nombre de statistiques très globales. Hein. Et à l'époque, effectivement, la Polynésie française avait plus de 45% des jeunes qui se présentaient à la JAPD qui étaient repérés en situation d'illettrisme. 45%, c'est énorme. Hein. En 2011, ce chiffre est très rapporté à peu près 41%. En Nouvelle-Calédonie, c'était 34%. Wallis et Futuna, 63%. Mayotte, 73%. La Guyane, 47%. La Réunion, 30%. La Martinique, 29%. La Guadeloupe, 33%. C'est-à-dire des chiffres extrêmement plus élevés que les chiffres de métropole, la France métropolitaine, qui tournait aux alentours de 10%. C'est ça. La Polynésie était fortement impactée par les chiffres qui remontaient de la JAPD, qui ne signifiaient pas grand-chose de manière globale, mais rapportés aux Outre-mer, notamment les collectivités d'Outre-mer. La Polynésie française était plutôt dans de bonnes dispositions par rapport au département d'Outre-mer, était plutôt en retrait. Il y a une publication dans la Dépêche, le 29 mars 2012, et l'aventure s'est arrêtée à ce niveau-là, c'est-à-dire une simple publication. Aucune mesure n'avait réellement été prise, ni dans le premier, ni dans le second degré, de s'attaquer à l'illettrisme, le comprendre, essayer de mettre en place un certain nombre de dispositions ou de dispositifs. Donc je rappelle, 45% dans les années 2010, le taux de jeunes qui se présentent à la JAPD et qui est estimé en situation d'illettrisme. Ensuite, il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été édités, notamment en 2015, 2016, un rapport de l'inspection générale sur l'application de la convention décennale État-Polynésie française relative à l'éducation. Et dans ce rapport apparaissaient un certain nombre d'éléments, dont des commentaires et des chiffres sur l'illettrisme, que le président de la Polynésie française a contesté le 23 mai 2016 par un courrier à l'inspection générale qui avait produit le rapport, puisque ce rapport faisait émerger des résultats inquiétants. 40% d'illettrés pour 461 millions d'euros. 461 millions d'euros, c'est la contribution de l'État, la participation de l'État au fonctionnement du système éducatif de la Polynésie française. C'est la réalité. Hein. Un peu plus de 60 milliards chaque année, entre les rémunérations des fonctionnaires et le fonctionnement des établissements, entre autres. Et le rapport avait été fait, 41% d'illettrés. 41% d'illettrés. 41% de qui? Les élèves dans les établissements scolaires, premier, second degré, 41% de la population, 41% de la jeunesse polynésienne. Vraisemblablement, c'était le chiffre de 2010 qui avait été repris, mais qui était de 45% de jeunes au JAPD qui étaient considérés comme en situation d'illettrisme. Et le président avait répondu la chose suivante: la Polynésie française ne compte pas 40% d'illettrés. Il n'y a d'ailleurs jamais eu d'enquête réalisée dans ce domaine par les instituts de statistique, ce qui est vrai. Seule la direction du service national de Polynésie française déclare chaque année que lors des JDC en 2016, près de 38% des jeunes qui se présentent, toutes classes d'âge confondues, sont considérés comme en situation d'illettrisme. Parmi eux, le plus nombreux sont les élèves scolarisés en collège ou en lycée. Ils sont immédiatement pris en charge par les équipes éducatives dès que les résultats des JDC sont transmis au ministère en charge de l'éducation. En 2013, donc une étude a été faite en 2013, 643 jeunes avaient été détectés comme étant en situation d'illettrisme, soit 52% des jeunes testés en JDC. Donc si 643 jeunes avaient été détectés en situation d'illettrisme et qui représentaient 52% des jeunes qui s'étaient présentés pendant l'année 2013 en JDC,
ça faisait à peine 1300 jeunes qui s'étaient présentés. Hein. Une classe d'âge, c'est 3900 jeunes. Les élèves scolarisés en collège et en lycée représentent à peu près 23 000 élèves. Dans l'ensemble du système éducatif, premier, second degré public, c'est 55 000 élèves à peu près. Voilà, là, on ne parle que de 643 jeunes sur l'année 2013. Donc 41%, souvent, et les médias le relaient, on dit que le système éducatif produit ou compte dans ses troupes 41% ou 40% d'illettrés, ce que nous contestons, ou que la population serait concernée par 41% d'entre eux qui seraient illettrés, ce que nous contestons. Le chiffre qui a été utilisé remonte à 2010 et concerne uniquement les jeunes qui se sont présentés à un moment donné à la APD ou à la JDC, qui eux-mêmes ne représentent que 643 personnes. Je suis désolé, j'essaie d'aller vite, donc forcément, je ne suis pas forcément compréhensible. Et la question qui s'est posée quand Nicole Sanquer est devenu ministre de l'Éducation, quand M. Attal a été recruté, puisqu'il était Xayo en métropole, et il est très, très au fait de ces problématiques, que Mme Théa Frogier a pris le relais en juillet 2017, était d'affiner les chiffres qui sont en notre possession, c'est-à-dire uniquement les résultats des JDC, et d'essayer d'y voir beaucoup plus clair sur, entre les jeunes qui se présentent, toutes classes d'âge confondues, ceux qui sont scolarisés de ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont scolarisés, quelle est leur véritable situation lorsqu'ils passent les tests d'illettrisme au regard de leurs résultats dans les collèges et les lycées. Et à partir de là, nous avons pu affiner de plus en plus ce que pourrait être la situation en termes d'illettrisme dans le système éducatif par rapport au seul indicateur qui est celui des JDC. Et là, j'ai passé la parole à Marco Attal qui va être beaucoup plus précis sur les derniers chiffres que nous avons transmis à l'Éducation nationale dans le cadre du dialogue de gestion, où nous travaillons avec l'Éducation nationale sur les moyens qui nous sont délégués et que nous justifions la performance que nous obtenons avec ces moyens délégués, humains et financiers. Et l'Éducation nationale nous a rejoints sur les statistiques et l'étude que nous avons produite concernant ce que pourrait être l'illettrisme en Polynésie française. Bonjour à toutes et à tous. Je crois pas, sans flagranderie, je crois que Christian Morin a dit l'essentiel dans le temps qui nous a imparti. Pardon. En substance, l'illettrisme est c'est un fléau social qui connaît d'ailleurs une recrudescence et une croissance en métropole depuis quelques années. Au même titre, je vais être un peu provocateur, que la tuberculose et que la grande pauvreté. Je pense qu'il n'y a pas... je ne peux pas établir une corrélation, c'est pas vrai, mais enfin, on est quand même un petit peu tenté de voir dans la résurgence de ces phénomènes une source d'origine quand même sociale. Mais je suis sérieux, je crois que vraiment Christian a posé l'essentiel des enjeux. Hein, et puis ce que j'ai essayé de faire modestement, sous l'autorité évidemment de la ministre, hein, c'est de proposer un contre-calcul de l'illettrisme pour les raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire que ce 40% circule, je trouve que c'est une forme d'indignité qui est faite au peuple polynésien de croire qu'il y a presque un Polynésien sur deux qui est illettré. C'est quand même grave. Et si c'était vrai, vraiment, on aurait de quoi... Il y en a une là, à Dac. On ne va pas la dénoncer. Non, mais sérieusement, c'est quand même un phénomène qui est extrêmement grave comme dans une société. J'ai déjà cité à plusieurs reprises à l'interne, hein, une séance l'année dernière où il était question, alors vous savez, pardonnez-moi, je vais essayer de le prendre autrement. On parle d'illettrisme, mais en fait, ce que cherche à mesurer le test qui est proposé aux jeunes qui se proposent de passer la journée défense citoyenneté, c'est un test qui a été établi par l'Éducation nationale et qui mesure ce qu'on appelle dans le jargon la littératie. On ne va pas voir quelles sont leurs aptitudes littéraires, aux envolées lyriques, etc. C'est, en gros, pour aller très vite, et ceux qui ne connaîtraient pas la notion, c'est voir quel est le degré de maîtrise de la langue que possède l'individu de sorte qu'il puisse faire face aux obligations moyennes et sociales d'un citoyen ordinaire, c'est-à-dire comprendre un imprimé, interpréter une facture, lire un programme de cinéma, de lire une table horaire de compagnie d'aviation, que sais-je. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, si vous en avez l'occasion, moi j'ai voulu le repasser l'année dernière, le test. J'ai la faiblesse de croire que je ne suis pas tout à fait mal à l'aise, je suis même plutôt pas trop mauvais lecteur. Je vous assure qu'il y a des questions sur lesquelles j'ai eu un petit peu de mal. Il a fallu vraiment que je réfléchisse ou alors c'est la dégradation cellulaire accélérée, j'en sais rien, mais
Non, sincèrement, le test n'est pas si facile que ça, il ne faut pas croire. Et ce qu'on cherche à débusquer, donc, c'est la littératie et la numératie par ailleurs. Et que, par exemple, l'année dernière, au cours d'un groupe de parole avec de jeunes adultes, etc., je crois que j'oublierai jamais ce grand gaillard qui a 28 ou 29 ans, un grand balèze, hein, la polynésienne, qui nous dit avec des débuts de larmes aux yeux que il ne sait pas compter. Et que tous les jours, c'est un calvaire quand il doit aller acheter le pain ou le tabac, de ne pas savoir exactement ce qu'il doit donner et de ne pas comprendre surtout ce qu'on doit lui rendre. Et vous voyez que là, ce n'est pas une coquetterie de confort. Il vit ça comme une humiliation, comme un handicap social qui est énorme. Et la lecture et l'écriture, c'est pareil. J'insiste, je ne parle pas des œuvres complètes de Proust ou que sais-je. C'est d'être capable de se débrouiller dans la quotidienneté. Ce qui ne se posait pas il y a encore 80 ans dans notre société, je veux dire. Mais là, quand ne serait-ce qu'on veut prendre le bus, il faut savoir lire ce qui est écrit, la destination du bus. Bref, il y a un tas de situations qui sont extrêmement dévalorisantes, handicapantes et surtout qui marginalisent ce public. Parce qu'ils sont condamnés, du coup, à ne pas pouvoir ne pas avoir accès à un tas de fonctions ordinaires de notre société, etc. Donc, ce fameux 40%, la seule chose que je sache, c'est que ce chiffre, il est faux. Et que ça demande un peu de rigueur et un peu de méthode que d'évaluer ce phénomène. Pour les JDC, Christian Morin l'a rappelé, en gros, nous, on est destinataire de tous les signalements. Quand il s'agit d'un jeune scolaire, j'envoie un courrier systématique au chef d'établissement en disant l'élève, le jeune untel, a été débusqué par les tests de dépistage d'illettrisme. Merci de me dire ce qu'il en retourne. Soit c'est pas vrai, mais c'est très bien, je m'en réjouis, ce gamin tente bien, ou cette jeune fille. Soit au contraire, il y a des faiblesses, et dites-moi ce que vous faites pour lui. Parce que autant l'illettrisme de jeunes adultes ou d'adultes, je peux le concevoir, même si c'est contrariant, mais c'est une compétence qui, quand elle n'est pas solidement acquise, peut se perdre et s'émousser assez rapidement. Et par une dynamique assez perverse, c'est que si je suis très mal à l'aise avec l'écrit et avec la lecture, je ne vais pas chercher spontanément à me perfectionner, à entretenir. Donc, je vais éviter au maximum de ce type de situation. Donc, mes compétences vont s'éroder d'autant plus vite. Ce qui va m'entraîner et m'encourager dans le fait que dès qu'il y a du support écrit ou du truc, oulala, je vais m'en détourner. Bref, donc autant je peux le concevoir, autant que des jeunes scolarisés chez nous puissent être soupçonnés d'être atteints de ce phénomène, me paraît assez révoltant d'un point de vue professionnel. Ce n'est pas possible. Alors il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que si un jeune scolarisé souffre d'illettrisme, je ne parierai pas un copec sur son avenir social et professionnel. Hein. Donc voilà, le vrai chiffre, on ne le connaît pas, mais pour essayer de déstabiliser un petit peu cette pseudo-vérité qui nous a assénés, j'ai proposé un mode de calcul en séparant dans les chiffres qui nous étaient donnés les jeunes en fonction de l'âge qu'ils avaient au moment des tests. Donc déjà, on s'étale de 16 à 26 ans, d'une part. D'autre part, de voir combien d'entre eux étaient scolarisés. S'ils étaient scolarisés, combien avaient un diplôme, combien n'en avaient pas. Et bref, j'ai essayé en fait de proposer, ce n'est pas une méthode, mais pas de proposer, j'ai essayé de déstabiliser un petit peu nos partenaires institutionnels pour leur dire en substance, mon calcul est très contestable. Mais il a au moins le mérite d'être transparent, dire voilà l'origine, voilà la source, et voilà comment je propose de le calculer. Et je vous le dis tout net, je sais que le calcul n'est pas bon. Mais il me paraît autrement moins critiquable, et surtout, la vertu majeure que je lui prête, c'est qu'on se mette tous les partenaires autour d'une table et qu'on ait une approche rigoureuse du phénomène. Parce que ce 40%, il est calculé avec bonne volonté et sincérité, mais il ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas 40% de la population polynésienne. Et accessoirement, et pour finir au moins dans un premier temps, peut-être plus pour répondre à vos questions que vous assénez des chiffres et des méthodes, c'est que à l'époque où il y avait les JAPD, moi j'étais jeune inspecteur en métropole il y a très longtemps, et j'avais proposé à mon patron de l'époque, j'ai dit écoutez, monsieur, on va mettre en place ce dispositif, dès qu'on reçoit un signalement, ping, je l'envoie aux établissements, et eux ils vont me dire si. Et à l'époque j'étais à Lyon, et quand le premier cas m'a été signalé d'un jeune qui était en classe préparatoire aux grandes écoles, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, au lycée du Parc, qui est un des 7 ou 8 meilleurs lycées de métropole, j'ai eu la puce à l'oreille. Et le phénomène qui à l'époque existait déjà, et qui continue aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'est amplifié, c'est que une part des jeunes qui subissent ces tests le font avec une légèreté et avec une provocation inouïe. C'est-à-dire qu'ils prennent ça complètement à la légère, voire ils sabotent, ils boycottent, ils empêchent les copains, etc. Donc voilà, pour finir, l'illettrisme, je ne le nie absolument pas. Très malheureusement, c'est un phénomène qui existe. Tout porte à croire que s'il est en croissance en métropole, il y a peu de chances, non pas que ce qui se passe en métropole doive forcément se passer ailleurs. Mais comme on a des sociétés relativement voisines, et surtout dans l'évolution économique et sociale, si c'est en croissance en métropole, je pense que ce n'est pas très bon signe. Il ne faut pas qu'on prenne ce phénomène à la légère.
Et justement, pour ne pas le prendre à la légère, mettons-nous d'accord sur une méthodologie au sens vrai du terme, là, c'est pas pour faire pompeux. De quoi parle-t-on? Comment le mesure-t-on? Sur quelle population? Et là, je considère que nous devrons accepter le verdict, quel qu'il soit, et surtout s'il est désobligeant pour nous, ça veut dire que l'école doit se remettre en question et qu'il y a des dysfonctionnements inacceptables. Mais cessons de brandir des chiffres qui n'ont aucun sens sur un phénomène aussi grave. Non, je n'ai pas donné les résultats, c'est vrai, mais parce que je sais qu'ils sont faux, c'est moi qui les ai faits. Mais, alors je peux vous le dire, puisque je suis incité par Christian Morin, d'après ma méthode de calcul, donc vous avez compris qu'elle est un peu fragile, mais au moins moi je la publie. Il y a des tableaux, des machins, j'attends qu'on me dise, monsieur, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Mais pour l'instant, ce que vous avez fait, ce n'est pas bon, vous pourrez le lire. Eh bien, vous allez voir, je vais vous le lire. Du coup, d'après la méthode de calcul que je propose, on aurait 5% des jeunes de 17 ans de l'année civile 2016, 5% des jeunes de 17 ans seraient susceptibles d'être touchés par l'illettrisme. Ce pourcentage est identique pour les jeunes de 18 ans. Il tombe à 3% pour les jeunes de 19 ans et à 2% pour les jeunes de 20 ans. Ensuite, les chiffres sont tellement peu importants qu'ils ne sont pas significatifs, on ne peut pas les traiter. Je ne vais pas vous faire un cours de stats, mais quand on a 10 personnes dans une classe d'âge, ça ne veut rien dire du tout. Il y en a 3009. Donc quand j'ai que 10 gamins, ça n'a pas de sens. Donc voilà, en substance, la contre-proposition qu'on a faite, c'est l'illettrisme atteint probablement entre 2 et 5% de la jeunesse polynésienne. Scolarisée. Donc vous avez compris le but de ce calcul. C'est plus de jeter un pavé dans la mare que d'avoir la prétention d'établir ce phénomène de façon véridique. Cela dit, au-delà des querelles de chiffres de communication, enfin il n'y a pas de querelle d'ailleurs, il n'y a pas encore de querelle, mais au-delà des chiffres et des propos qui peuvent être tenus, etc., nous essayons d'être très vigilants sur le fait qu'au-delà de cette dimension politique, médiatique qui est loin d'être neutre, mine de rien, on continue d'être très très vigilant sur ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est là que se situent les vrais problèmes, c'est pas que dans les bagarres de chiffres, et on va peut-être y revenir tout à l'heure sur le décrochage, c'est veillons à ne pas dépenser une énergie démesurée sur des combats de symboles, et restons vigilants sur ce qui se passe dans nos établissements, parce qu'on sait en même temps que c'est un vrai phénomène qui peut prendre sa source très tôt dans la scolarité, très très tôt, et que le jeune, avec les politiques qu'on développe depuis quelques années, il n'y voyait aucun regret, mais sur le redoublement qu'on a arrêté, etc., enfin, qui est devenu vraiment limité à la portion congrue, je pense que tout ça nous expose à ce que des jeunes, et avec tous les 10, vous savez, qui sont apparus, qu'une partie de nos jeunes soit vraiment en difficulté, voire en souffrance, et que peut-être qu'on contribue à en fabriquer une petite partie. Donc je ne veux pas balayer d'un revers de main ce problème. Là, l'objectif, il est essentiellement politique au sens noble du terme. Je vais être un peu violent, tant pis, mais cessons de dire n'importe quoi sur un phénomène aussi grave. Convenons d'un mode de calcul et surtout, retroussons nos manches pour faire en sorte que ce phénomène soit limité. Voilà, donc l'idée très simple a été de dire il y a combien de jeunes qui ont été détectés en 2016 en JDC. Ceux-là, on peut avoir la liste. Combien sont scolarisés au moment où ils passent la JDC. Retrouvez-les dans les collèges et les lycées. Testez-les pour savoir s'ils ont vraiment un problème d'illettrisme ou pas. Et une fois que tout ce travail est fait, il y en aurait à peu près 5% avec les détails que le collègue vous a donnés tout à l'heure. Après 5%, 2%, 10%, 40%, peu importe, c'est malgré tout un problème, c'est inacceptable, il faut qu'on s'améliore de manière à ce que ce chiffre baisse, continue de baisser et que le système soit de plus en plus efficient. C'est évident, Même chose pour le décrochage. Mais il n'empêche que, tout à l'heure, je vous disais, le système éducatif polynésien est très jeune. Il y a 30 ans, il y avait 2/3 du corps enseignant du premier degré qui n'était pas titulaire. Un tiers qui avait entre le certificat d'études et le BEPC, etc. etc. En 1994, le gouvernement de l'époque a décidé de faire passer les évaluations à l'entrée au CE2, systématiquement, dans toutes les écoles. En métropole, c'était lié à la loi d'orientation de 89 et les évaluations CE2 systématiques ont suivi. Il y a eu un traitement statistique qui a été fait. Il a été fait et il a démontré que seuls 35% des élèves de CE2 de toute la Polynésie française à l'époque avaient la moyenne en français et en mathématiques. Donc ça a été une catastrophe assez importante. Et il s'en est suivi toutes les péripéties sur les projets d'école, etc. etc. Les protocoles nationaux ont été utilisés jusqu'en 2008, dernière passation, évaluation CE2, où là nous avons constaté que 65% des élèves de CE2
qui avaient passé l'évaluation avaient la moyenne en français et en mathématiques. Donc la proportion avait pratiquement été doublée. Et donc ça, on le mettait au crédit du monde enseignant, du monde éducatif, de la communauté éducative. Mais si 65% des élèves qui entraient au CE2 avaient la moyenne en français et aux maths aux protocoles nationaux, l'autre proportion ne l'avait pas. En 1994, les questions habituelles se sont posées. Oui, mais si il y avait eu une adaptation des protocoles de CE2, mathématiques et français, et qu'on mettait un tiki à la place d'une fontaine, qu'on mettait un truck à la place du train, qu'on mettait, ben on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Donc ce qui a été décidé à l'époque, c'est qu'on a repris le protocole 93, qui avait été passé, 94, pardon, qui avait été passé aux élèves. On l'a refait passer en 95, exactement le même, mais on a remplacé tout ce qui pouvait l'être par des aspects culturels de la Polynésie. Donc la fontaine, c'était un tiki, le train, c'était un truck, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'on avait quasiment les mêmes résultats. Que le problème était notionnel, n'était pas forcément obligatoirement culturel, en tout cas qu'il y avait peu d'effets induits sur le fait de remplacer un train par un truck. Donc du coup, on a continué à prendre les protocoles nationaux en leur état, mais toujours avec un an de décalage, de manière à pouvoir faire des statistiques plus poussées, puisqu'on avait déjà les résultats nationaux. En 2008, en 2009, le gouvernement de l'époque a décidé qu'on ferait passer des évaluations fin de CM2, mais qu'elles seraient créées à l'échelon local. C'est-à-dire qu'on prenne bien en compte les aspects culturels, locaux, et qu'on adapte les protocoles nationaux à la réalité de la Polynésie. Et donc là, on a eu des chiffres qui tournaient autour de 76-80% des élèves qui sortaient du cycle 3 de l'époque, CE2, CM1, CM2, avec les compétences nécessaires pour aller au collège, en 6e, en français et en mathématiques. Et puis en 2012, le gouvernement de l'époque a décidé de se conforter et d'entrer dans le protocole national des évaluations de fin de CE1 et de fin de CEM2. Donc protocole national 2012. Et on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, puisque cette année, c'est la dernière fois que sera proposé aux élèves ce protocole, qui est toujours en vigueur, fin de CE1 et fin de CM2, pour voir un petit peu l'évolution 2018. En 2012, on a remarqué que 38% des élèves qui entraient au collège n'avaient pas les compétences dites de base nécessaires pour aborder les acquis, les compétences du cycle à l'époque, l'entrée en 6e, peu importe le nom, n'avaient pas les bases nécessaires pour entrer au collège. Et la moyenne qui était obtenue à ces évaluations tournait autour de 40%, la moyenne globale des élèves. Donc là, on s'est dit, recatastrophe, résultat totalement différent des protocoles précédents qui étaient créés à l'échelon local avec le respect des spécificités. Et le gouvernement de l'époque a décidé de finalement rester sur ce mode et de le tester jusqu'en 2018. Aussi bien à travers le plan annuel de performance de l'Assemblée de la Polynésie française que dans le cadre de la charte de l'éducation. Donc un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Alors, je suis un peu long, mais c'est pour vous montrer l'évolution des résultats des élèves de 94, premiers protocoles nationaux, jusqu'à aujourd'hui. Et les différents dispositifs qui ont été mis en place dans le premier degré ont amené en 2014 à avoir les 38% des élèves qui entraient au collège sans la base nécessaire en français se réduire à 28 et quelques pourcents en 2014. Et d'après les chiffres que nous avons actuellement sur d'autres dispositifs d'évaluation, cette part serait remenée à peu près à 20%. Je vous rappelle, en 1994, seuls 35% des élèves qui étaient en CE2 avaient la moyenne en français et en maths, au protocole national. Donc on a aujourd'hui quelque chose qui tourne autour d'un noyau dur d'élèves qui est estimé à peu près à 20% des élèves d'une classe d'âge qui entrent en maternelle et qui continuent comme ça jusqu'au baccalauréat, qui sont en difficulté dès le départ et qui entrent au collège sans les bases nécessaires pour pouvoir l'aborder et réussir. Ce noyau dur, visiblement, seraient ceux qu'on repérait en situation d'illettrisme. En tout cas, qui n'accèdent pas au DNB, déjà, pour commencer, qui décrochent à un moment donné, qui disparaissent. Lorsqu'on croise les données de ces élèves, évidemment, ils cumulent
catégorie socio-professionnelle défavorisée, très défavorisée. En général, ils viennent des archipels ou des quartiers sociaux de Fa'a, Papeete, etc. 13% des élèves du second degré sont scolarisés hors noyau familial dès la fin du primaire, qu'on retrouve parmi les statistiques d'illettrisme, en tout cas qu'on associe au phénomène d'illettrisme. Et aujourd'hui, le grand enjeu du système éducatif polynésien est d'essayer de se pencher sur ces élèves et de trouver des solutions pour que, malgré tout, ils réussissent au moins à sortir du système éducatif avec un diplôme de niveau 5, CAP, type CAP. Puisque la charte d'éducation nous impose d'arriver à ce qu'une classe d'âge au pourcentage de 70 accède au bac, et que si tel n'est pas le cas, les autres sortent du système éducatif au moins avec un CAP ou équivalent. Nous n'y sommes pas. Mais la charte d'éducation en 92 avait pour objectif que 50% d'une classe d'âge accède au baccalauréat. Les premières statistiques qui ont été faites, c'est dans le cadre des États généraux en 2009. Il a été évalué à 38% d'une classe d'âge qui accédait au baccalauréat. C'était un bachelier qui accédait au bac en 1965, en Polynésie française. Un. 2009, les statistiques, c'était 38% d'une classe d'âge. En 2013, 41% d'une classe d'âge. En 2015, 51% d'une classe d'âge. Dans les années 2015, nous avons estimé avoir atteint les objectifs de la charte d'éducation de 92. La charte d'éducation a été révisée en 2015, traduite en loi du pays en 2017, avec un nouvel objectif, 70% d'une classe d'âge au baccalauréat. Nous serions en 2017 à 57, quelque chose. Donc nous nous en rapprochons. Les résultats montrent que le système éducatif est plutôt efficient sur une courbe ascendante, sur une trajectoire de progrès, même si nous sommes loin encore de nos objectifs, et qu'il semblerait que l'illettrisme recule de par cet indicateur, celui du primaire que je vous ai développé juste avant. Et dernièrement, nous étions en relation avec le régiment du service militaire adapté, qui a dans ses objectifs l'obligation de recruter chaque année au moins 40% de jeunes reconnus en situation d'illettrisme. Le régiment du service militaire recrute chaque année 500 jeunes. Il faut que 40% d'entre eux soient repérés comme en situation d'illettrisme. C'était un doux euphémisme il y a encore 15 ans, il y a encore 10 ans, puisque le choix était très important. Et en ne prenant que le tout venant, le régiment de service militaire adapté respectait ses objectifs sans difficulté, voire même les dépasser. Et c'était souvent beaucoup plus que 40% des jeunes qui étaient repérés en situation d'illettrisme en entrant au RSMA. Depuis l'année dernière, enfin en réalité depuis 3 ans, mais surtout depuis l'année dernière, le régiment du service militaire n'arrive plus à atteindre ses objectifs de recrutement. Et se pose la question de pourquoi on n'y arrive plus. Est-ce que maintenant il faudrait que le repérage de ces jeunes en situation d'illettrisme soit le critère numéro 1 et qu'après ils regardent leur provenance, leur spécialité, etc. Donc tous ces indicateurs ont tendance à montrer que le système éducatif est sur une courbe ascendante, une trajectoire de progrès qui montrerait que l'illettrisme recule, même s'il est toujours là et qu'il faut s'y attaquer. Et les résultats même de la JAPD et JDC semblent montrer qu'effectivement ça recule. 45% en 2009, 41% et quelques dans les années 2011-12, 38% les années d'après et dernièrement 37%, avec toutes les remarques que nous avons émises tout à l'heure. Donc voilà où nous en sommes sur le phénomène de l'illettrisme dans le système éducatif de Polynésie française, pour faire extrêmement court, de manière très télégraphique. L'illettrisme étant souvent une des raisons qui amène les élèves à décrocher. On va parler de décrochage, je suis désolé, je peux. La direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. En 2014, a publié un ouvrage sur le décrochage scolaire et je cite, a émis l'hypothèse suivante: la DEPP, ce que je viens de vous citer, ne tient pas compte des diplômés parmi les décrocheurs,
pour ne retenir que les sorties sans diplôme, autre que le DNB, qui est considéré comme non-diplôme, ou le certificat général de formation générale, l'ancien certificat d'études, qui n'est pas considéré comme étant un diplôme pour calculer le nombre de décrocheurs. Et la DEPP a obtenu une proportion de 17,9% de décrocheurs sur les panels des élèves qui étaient nés en 1995, ou qui étaient scolarisés plutôt en 1995. En appliquant ces proportions aux quelques 850 000 élèves de métropole et des départements d'outre-mer, départements uniquement, inscrits en sixième en 1995, la DEPP a estimé à l'époque qu'à 200 000 environ le nombre de ces jeunes qui ont décroché du système éducatif et à 150 000 ceux qui sont sortis sans diplôme du secondaire. Vous voyez que ce phénomène national est d'une ampleur assez importante. Forcément, nous sommes impactés puisque tous les systèmes éducatifs sont concernés par le décrochage scolaire. En Polynésie française, il n'y a jamais eu d'études sérieuses sur le décrochage scolaire. Comme je vous ai dit, c'est un phénomène qui était plutôt nié, mis de côté, auquel nous sommes attaqués en 2014. La seule étude qui existait, c'était une étude de la Commission de l'éducation de l'Assemblée de la Polynésie française en 2009, qui estimait à l'époque qu'il y avait 8,32% de décrocheurs dans les lycées et 9,73% dans les lycées professionnels. Donc on est très très loin des 30% de décrocheurs qui sont de manière récurrente et redondante et exprimée par les médias. Dans le cadre de la campagne électorale qui a lieu aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, c'était 35% de décrocheurs dans le système éducatif. Nous ne savons pas d'où viennent ces chiffres, très honnêtement, du tout. Parce que s'il y avait 30% de décrocheurs sur 23 000 élèves dans le second degré, vous faites le calcul, il y aurait presque 7 000 élèves qui disparaîtraient chaque année des collèges et des lycées. En même temps, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de décrochage. Nous l'estimons entre 800 et 1000 élèves qui disparaîtraient chaque année. Marco Attal va être plus précis sur cette définition. Mais ça fait 4% des élèves du second degré, qui en comptent à peu près 23 000, 55 000 sur le premier et le second degré. Si on comptait sur la population scolaire, si on faisait le rapprochement, on serait à 0, quelque chose. Si on est sur le second degré, ça fait à peu près 4%. Mais ça ne fait pas 30%. Et la commission de l'éducation de l'époque, qui a été relayée ensuite par le CESC, estimait aux alentours de, allez, j'arrondis, 10% de décrocheurs dans le système éducatif chaque année. Je vous disais tout à l'heure que si on se réfère au JDC, il y a un peu plus de 600 élèves qui sont repérés chaque année sur 1200, 1500 qui se présentent, toutes classes d'âge confondues, qui seraient repérés en situation d'illettrisme et certains se déclarent avoir décroché. Mais en tout cas, ça ne peut pas faire 40% des jeunes de la jeunesse ou d'une classe d'âge ou des élèves scolarisés. Donc on n'arrive pas à expliquer d'où proviennent très clairement les chiffres. À partir de là, évidemment, nous avons demandé à la DG2E et à Marco Attal, qui est spécialiste en la matière, de reprendre ces chiffres, de les analyser plus profondément pour essayer d'émettre un certain nombre d'hypothèses sur le décrochage en Polynésie française, qui est une réalité que nous voulons combattre, mais pas dans les proportions qui sont véhiculées et qui ne sont franchement pas très courtois vis-à-vis de la population de la Polynésie française, mais surtout du monde enseignant ou de la communauté éducative, qui a quand même des résultats qui augmentent chaque année et qui ne sont pas contredits par l'éducation nationale. Merci. Écoutez, je vais essayer d'être très bref sur un phénomène honnêtement, je connais beaucoup mieux que celui de l'illettrisme, mais qui est assez complexe. En 2 mots, d'abord, c'est une préoccupation qui est internationale. Ça fait plus de 20 ans. Pour ceux qui en ont entendu parler, il y a le phénomène des NEETs, N2ETS, Not in Education, Employment, No Trading. C'est-à-dire des jeunes de moins de 32 ans qui sont ni à l'école, ni en formation continue, ni en emploi, et qui ne cherchent pas en plus de l'insertion, qui se contentent de petits jobs, de solidarité familiale, de copains, etc. Les NEETs, c'est né en Angleterre en 1996. Et suite à une très grande enquête sociale, et on s'est rendu compte finalement que toutes les sociétés modernes sont atteintes, y compris, j'ai envie de dire, le Japon, dont on sait, pour ceux qui connaissent un tout petit peu cette civilisation, que la valeur travail est quasiment au sommet de tout. Bref. Donc c'est un phénomène qui est ancien et qui est typique de nos sociétés modernes. Le Premier ministre à avoir voulu en parler, c'est en 1999, M. Claude Allègre, qui avait parlé à l'époque des perdus de vue. Depuis, les choses ont considérablement évolué. On les chiffrait, on les évaluait à l'époque à une quarantaine de milliers. Pour l'anecdote, il y a 2 ans,
le chiffre de sortie national annoncé par le ministère de l'Éducation était de 140 000 annuels. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, 140 000 jeunes. Parce qu'il y a l'effet cumulatif, c'est-à-dire tous les ans, on en produit autant. Et pour l'anecdote, et tant pis, je vais être un tout petit peu impertinent, l'année suivante, la ministre encore en charge de l'éducation a annoncé triomphalement, il n'y a plus que 110 000 décrocheurs. Mais quand on regardait l'astérisque de renvoi de bas de page, c'est comme dans les contrats d'assurance et autres. Alors il n'y a pas d'exclusion, mais c'était en gros suite à un changement de méthode de calcul. On a perdu 30 000. Mais là où je veux en venir, c'est que, et je vous assure, je suis un peu impertinent certes, mais je ne prends absolument pas le sujet à la légère, parce qu'il est extrêmement grave également pour notre jeunesse et pour notre société de demain, vraiment. Ça, ce n'est pas de la coquetterie académique. Il n'empêche que, depuis qu'on s'emploie à le mesurer en métropole depuis 1999, ce phénomène n'a de cesse de croître. Il n'a de cesse de croître. La définition du décrocheur en métropole, pour aller très vite, c'est le jeune qui a plus de 16 ans, puisque moins de 16 ans, il est soumis à l'obligation scolaire, et qui interrompt un parcours de formation avant l'obtention du diplôme. Je vais vous le dire de façon beaucoup plus triviale. Les diplômes reconnus comme étant, comme dispensant le jeune d'être qualifié de décrocheur, c'est le CAP, le BEP, bon, il n'existe pratiquement plus, le bac pro, le bac techno. Quelques années après a été introduit le baccalauréat général, même si ce n'est pas une qualification professionnelle, mais le jeune qui a le bac, on considère qu'il est, s'il interrompt ses études après, il n'est pas décrocheur. Et simplement un exemple sur lequel je ne vais pas m'étendre. En métropole, le jeune qui a un CAP, qui sollicitait une admission en première professionnelle par une passerelle pour aller faire un bac pro en 2 ans. Vous connaissez à peu près ça? Ok. Eh bien, s'il restait inscrit sur les bases de l'établissement du lycée moins de 15 jours et qui manifeste son souhait de partir ou qui ne se présente plus, il n'est pas décrocheur, il a le CAP, c'est bien. S'il est inscrit sur la base plus de 15 jours et qu'il interrompt sa scolarité après, on le considère comme décrocheur, alors qu'il a le diplôme. Donc là où je veux en venir, c'est que le concept même de décrocheur, il est polysémique, il est polymorphe, et du coup, on ne sait pas exactement de quoi on parle. J'en reviens immédiatement à la Polynésie. Ça, c'était pour vous donner quelques petits repères. Donc je suis arrivé ici, moi, il y a 2 ans et demi, et évidemment, c'est un vrai problème, là encore, il n'est pas question de le nier. Alors, en l'absence de moyens en Polynésie dont dispose la métropole, qui sont énormes, je ne vais pas vous les décrire, mais il y a un système interministériel d'échange d'informations qui consiste à compiler les bases des élèves de tous les établissements publics et privés de métropole. Par rapport à ici, vous n'imaginez pas la complexité, parce qu'il y a les établissements d'éducation nationale, mais il y a ceux qui dépendent quelques-uns des affaires sociales, de l'armée, de l'agriculture. Il y a ce qu'on appelle les centres de formation d'apprentis, qui forment plus de 4% de la jeunesse. Bref, c'est un travail qui est titanesque, qui est mené depuis quelques années. Ici, d'abord, le système éducatif n'est pas aussi complexe, et d'autre part, alors c'est sans doute le syndrome des années que j'ai passées en métropole, je trouve qu'on consacrait ces dernières années beaucoup plus d'énergie à se battre sur ces querelles de chiffres, à essayer de ratisser les listes, etc., plutôt que de s'attaquer véritablement au problème qui n'a de cesse de croître, j'insiste. Donc, ici, ce que j'ai proposé, et là encore, c'est public, c'est publié, ça a été communiqué au service de l'État, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des bases élèves établissements. Chaque établissement secondaire doit inscrire sur une base informatique les coordonnées des élèves qui sont inscrits chez lui. Ce que nous faisons depuis 3 ans, c'est qu'au mois d'octobre, quand les bases sont propres et validées par le ministère de l'Éducation nationale métropolitain, je demande alors aux services statistiques qu'ils me disent combien d'élèves étaient scolarisés l'année dernière à chacun des niveaux du second degré et combien on en retrouve cette année au mois d'octobre dans les différents niveaux. Ça fait donc une matrice avec tous les niveaux d'une année donnée en ligne et tous les niveaux de l'année suivante en colonne. Alors ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations dont je vous fais grâce. Je vais vous parler uniquement du nombre de jeunes que nous ne retrouvons pas. S'il y avait 100 élèves en 6e l'année dernière, combien on en retrouve cette année? Si on en retrouve 80, c'est qu'il y en a 20 qui ont disparu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, là encore, en vous le disant, s'il y en a quelques-uns qui ont des rudiments statistiques, ce que je vais vous dire, c'est assez approximatif également. Parce que, par exemple, dans les gamins qu'on ne retrouve pas, il y a un certain nombre de biais. Le biais majeur, c'est tous les enfants de POPA qui rentrent en métropole. Mais je pars du principe que quand on fait un peu de stats, on ne fait jamais une observation unique. Ça n'a pas de sens. Combien? 3 minutes? 3 minutes? J'aurais jamais dû dire ça, je vais jamais y arriver, ça fait rien. Bref, alors, que fait-on depuis 3 ans? On mesure le nombre de gamins qu'on retrouve ou pas d'une année sur l'autre. Eh bien, alors je ne vais pas vous donner, tiens, vous avalancher, c'est vraiment un néologisme qui n'était pas prémédité. Eh bien, là où je veux en venir, c'est qu'on le mesure depuis 2 ans, enfin depuis 3 ans, pardon, parce que je l'ai fait 2015, 2016 et on l'a fait en 2017. Eh bien, alors moi je ne parle pas de décrocheurs, parce que je défie qui que ce soit d'être capable de chiffrer le nombre de décrocheurs, que ce soit ici en métropole ou ailleurs d'ailleurs.
pour un tas de raisons sur lesquelles je ne peux plus m'étendre. Mais en Polynésie, le taux d'élèves scolarisés en collège de la 6e à la 3e non retrouvés est passé de 4,9% à 3,3% en l'espace de 3 ans. C'est considérable, ça représente 300 élèves. Hein. C'est pas rien, 300 élèves. Hein. Il y a cette phrase d'Elie Wiesel, quand il parlait de l'Holocauste à des 6 millions de juifs, il disait, il ne faut pas oublier que 6 millions, c'est 1, plus 1, plus 1. Mais là, je suis tenté de vous faire le même parallèle. Ces 300 gamins, mine de rien, il y a 300 destinées individuelles qui ont été récupérées. Et quand je vous dis ça, je peux vous en parler d'autant plus facilement que moi, j'y suis étranger. Je fais tout ça de mon bureau, mais le boulot, il est fait dans les établissements scolaires. C'est là que les gamins sont retenus. Donc, en collège, on passe de 4,9% à 3,3%. Donc, on a gagné, entre guillemets, 300 jeunes. C'est quand même pas une paille. Et pour ce qui concerne en lycée, on est tombé à 5% en lycée général et technologique. Hein, 5% des effectifs qui ne sont pas trouvés. En SECPA, pour ceux qui connaissent, section d'enseignement général professionnel adapté, là en revanche on a des fuites importantes. Hein. On a presque un quart des élèves qui ne sont pas retrouvés d'une année sur l'autre sur les 4 niveaux confondus. Mais on sait aussi que c'est là que se concentrent les publics les plus précaires au niveau social, économique, etc. Donc en lycée, nous sommes tombés à 5%, puisqu'on a de cesse de régresser. Et en revanche, pour ce qui concerne la voie professionnelle, nous avons encore une poche qui est très difficile à résoudre. Et comme en métropole, c'est celle des CAP. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de jeunes qu'on ne retrouve pas. Et malheureusement, il a même un petit peu augmenté en CAP. En revanche, en bac pro, on a diminué, là encore, en l'espace de 3 ans. Je ne vais pas vous énumérer tous les chiffres, ce serait un peu vain. Ces chiffres, ils sont établis sur la méthode de calcul que je vous ai indiquée et ils sont parfaitement recalculables par les services de l'État. C'est d'ailleurs ce qu'on leur a dit, parce qu'ils ont accès aux mêmes informations que nous. Et voyez qu'entre 4 à 5%, une estimation, et les 30% qui sont lancés sans aucune source ni mode de calcul, ça a quelque chose d'une part épidermiquement d'un peu agaçant, parce qu'on ne s'amuse pas avec ce genre de sujet, et méthodologiquement, c'est un peu navrant qu'on ne soit pas capable d'avoir des interlocuteurs qui admettent qu'il faut introduire là encore un tout petit peu de rigueur. Et nos chefs d'établissement, en tout cas et nos équipes de profs, l'ont parfaitement bien compris, puisque depuis 3 ans, nous parlons pour les moins de 16 ans de déscolarisation, puisqu'il y a une obligation d'instruction scolaire, et pour les plus de 16 ans de décrochage. Et on a mis en place un tas de mesures, mais qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Tu ne trouveras jamais le bouton, personne n'a trouvé, mais je vais quand même me taire. Non, je plaisante. Et en substance, c'est vraiment un message d'encouragement et de félicitations qu'on a donné aux établissements, parce qu'alors qu'en métropole, on n'arrive pas à endiguer la croissance, ici, en 3 ans de politique volontariste d'accompagnement, y compris avec les inspecteurs pédagogiques régionaux, etc., hein, on est arrivé non seulement à freiner la progression, mais y compris à l'inverser sur la quasi-totalité des niveaux. Merci beaucoup et vraiment désolée de devoir vous couper comme ça, mais le temps passe très vite. Alors, on a le temps pour une question éventuellement si le public veut demander un complément d'information très rapidement avant de passer à notre prochaine intervenante. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Désolée pour cette coupure un petit peu abrupte qui peut-être laisse tout le monde muet. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer en remerciant vraiment très chaleureusement messieurs Christian Morin et Marco Attal pour cette présentation édifiante. Hein. Et encore donc toutes nos excuses pour la fin abrupte et merci beaucoup encore. On va donc passer à une présentation maintenant d'une jeune doctorante qui s'appelle